comme une exploitation forestière. La différence, c'est qu'on a une méthode atypique. Le Bara peut descendre jusqu'à 24 mètres de profondeur. C'est un projet à 21 000 hectares sans étude d'impact, parce que c'est du jamais vu en France. Aujourd'hui, il y a des bilans carbone qui ont été faits sur la biomasse qui montrent que c'est plus important qu'une usine à fioul ou à charbon. Et comment je donne de l'électricité aux Guyanais? Et comment je donne de l'emploi aux Guyanais? Et comment je mets de la nourriture sur la table des Guyanais? 10% de la population mondiale de loutre géante se trouve ici. La science a démontré les risques qu'il y avait sur les écosystèmes et le choix qui a été fait, c'est un choix strictement économique. Non, je vous coupe. Je vous coupe. Il n'y a pas de destruction ni de dérangement de ces espèces-là. Salut pour ce nouvel épisode des Explorations de Flots, je me trouve à Petit-Saut en Guyane. Ici, dans les années 90, EDF a construit un barrage. Résultat, 365 km² de forêt amazonienne ont été engloutis. C'est le plus grand lac artificiel d'Europe, je vous amène. On va commencer par essayer d'observer un petit peu la faune, là, vu qu'il est très tôt le matin. Et puis après, on va essayer de vous montrer les impacts qu'il y a déjà eu avec l'exploitation du bois. Sous nos pieds, là, il y a des millions d'arbres morts. Et aujourd'hui, un projet veut récupérer ce bois émergé. Certains y voient un moyen d'améliorer l'autonomie énergétique de la Guyane en développant la biomasse et de développer des filières bois locales pour limiter les importations et créer de l'emploi. D'autres, comme Audrey, dénoncent un désastre écologique à venir mettant en danger tout l'écosystème local et un projet au bilan carbone pire que celui d'une centrale à fioul ou à charbon. Alors est-ce que la Guyane a fait le bon choix en décidant d'exploiter ce bois? On va essayer de vous donner un maximum d'éléments pour que vous puissiez vous forger votre avis. Mais avant, pour ne rien louper de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne de Brut. Ça, c'est un bateau de Triton, j'imagine qu'ils amènent du personnel pour les barges. Du coup, ajoute vachement de trafic aussi sur le lac, quoi. Parce que ces bateaux-là, en fait, ils font des allers-retours entre le dégrade là-bas et la zone d'exploitation. C'est là où ils exploitent actuellement. On voit le paysage avant avec des arbres partout et là, c'est une zone d'exploitation, il n'y a plus rien, quoi. Moi, je suis guide naturaliste. Je propose des prestations en kayak, d'observation de la nature. J'ai arrêté mes prestations parce que j'ai pas envie que mes clients, la prestation soit dégradée. C'est un toucan qui se pose là-haut. Alors à l'origine, il y avait le fleuve Sinnamary et ici a été construit le barrage encore en 1994. Quand l'eau est montée, ça a ennoyé toute la forêt et ça a tué les arbres qui se sont retrouvés sous l'eau. Du coup, ça a créé une grande zone lacustre, une grande zone humide. Et en même temps, les arbres qui sont morts se retrouvent être des supports idéaux pour certaines espèces d'oiseaux qui nichent dedans. Et pour la partie immergée, c'est favorable pour le développement de végétaux qui réalisent de la photosynthèse. Ça favorise l'alimentation de toute la chaîne alimentaire. Il y a des haras en vol là-bas. Il y a des haras. À l'origine, c'est vraiment une catastrophe parce qu'on a quand même ennoyé et tué 21 000 hectares de forêt. Aujourd'hui, il y a des espèces qui tirent avantage de cet écosystème. Donc il y a des populations de poissons qui se sont redéveloppées, avec moins d'espèces mais plus de nombre, plus de densité. Il y a les loutres, on parle souvent des loutres géantes, mais il y a aussi l'autre espèce de loutre, l'outre néotropicale. Et il y a aussi tous les oiseaux. Et aujourd'hui, tout ça, ça va disparaître en grande partie, puisque le lac est aujourd'hui le lieu d'exploitation de ces bois, qui vont être donc coupés et brûlés pour la grande majorité. En tant que guide naturaliste, ça fait très très mal au cœur. Ici, il y avait des catiches de loutre. Les catiches, c'est des terriers de loutre, donc elles creusent des terriers dans la berge. Et normalement, donc, Triton a obligation d'exploiter à au moins 500 mètres et même 1 km quand il y a une catiche occupée. Et en fait, ils ont exploité juste là. J'ai même photographié une barge qui passe ici, juste devant la catiche, et qui remonte ici avec tout le bois qui avait été collecté dans cette zone, où ils ont exploité à peu près 300 mètres au lieu des 1 km prévus, quoi. Les loutres sont partis, ils sont pas revenus.
Les loutres géantes en Guyane, elles font jusqu'à 1,50 m, 1,80 m. C'est des grands mammifères. On estime la population mondiale de loutres géantes à 5000. La population sur le lac de Petit-Saut est estimée à 450. Donc on a 10% de la population mondiale de loutres géantes qui se trouve ici. D'où l'intérêt de préserver aussi ce site. Mais plus globalement, la crainte, c'est qu'en exploitant les troncs, il y a un impact sur les populations de poissons et donc sur la capacité des loutres à se nourrir. Combien il y a d'espèces ici sur le lac? Pour les oiseaux, l'OFB a estimé à 350 espèces environ, dont 119 protégées. Et pour les mammifères, j'ai plus le chiffre en tête, mais on peut voir tous les mammifères de la forêt guyanaise. Je pense que le seul qu'on n'a pas vu, c'est le chien-bois, qu'on voit difficilement de toute façon. Moi, ça me fait quelque chose parce que là, c'est la première fois que je reviens ici, où ça a été exploité, alors que c'est une zone où je viens très souvent avec des clients. Et on voit qu'ils ont exploité largement et très très proche des berges. Et puis après, ça va continuer plus à l'est. Alors, il y a eu déjà un premier avis défavorable en 2019 par l'OFB. L'AFB à l'époque, c'est l'Agence française pour la biodiversité, qui avait pourtant été sollicitée par le préfet justement avant de donner l'autorisation du projet. Donc le préfet demande l'avis de l'AFB, l'AFB répond avis défavorable, il y a trop de risques pour la faune et il y a trop de méconnaissances sur l'origine des émissions de gaz à effet de serre. Donc avis défavorable pour le projet. Et quelques mois plus tard, le préfet autorise le projet. Il y a eu une étude d'impact uniquement sur les emprises terrestres. Donc ça représente moins de 1% de la superficie du projet, puisqu'en fait le projet il est quasiment exclusivement sur l'eau. Et l'avis défavorable de l'OFB a été confirmé en 2023, puisqu'entre 2019 et 2023, il y a eu 3 années complètes d'études sur les loutres géantes et sur l'origine des émissions de gaz à effet de serre, et qui ont confirmé l'avis défavorable de l'OFB. Et l'exploitation, elle a commencé 1 mois après la publication de cet avis. Même si beaucoup de nouveaux résultats restent à exploiter, les données d'ores et déjà disponibles mettent en exergue une richesse faunistique exceptionnelle et la présence de nombreuses espèces protégées. Le projet d'exploitation des bois entraînera inévitablement la fragmentation et la disparition de leurs habitats. Alors tous ces arbres, ça représente une immense ressource, ça fait 4 millions de mètres cubes de bois que la société Triton a commencé à exploiter pour développer une filière bois guyanaise et fournir une centrale électrique à la biomasse qui génère de l'électricité en brûlant du bois. L'exploitation du bois a commencé en 2023 et doit durer environ 25 ans. Et bonjour, ça va aujourd'hui? On a la particularité d'être des forestiers sur l'eau. C'est une activité quasiment unique au monde. C'est une machine qui vient tout simplement couper les arbres sur pied, sans perturbation du lit du lac, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun arrachement, qui vient les ramener à la surface. Le bras peut descendre jusqu'à 24 mètres de profondeur. Il a grappiné en fait un tronc, l'a sectionné, est en train de le remonter et va le mettre dans un de ces paniers sur les côtés. Un panier fait environ à peu près 30 mètres cubes, on va dire 30 tonnes pour schématiser. Cette machine, elle a été créée spécialement pour petits sauts aux normes françaises et européennes. On prélève, nous, les arbres au-delà d'un certain diamètre parce qu'en dessous, ça ne rentre pas en scierie. Donc ça ne présente pas une valeur suffisamment intéressante. Et comme je disais auparavant, le but de les laisser est qu'ils contribuent à maintenir les écosystèmes dessous. Là, vous avez l'impression qu'on a tout prélevé, mais il en reste dessous. L'endroit où on ne voit pas les arbres sur l'éco-sondeur, c'est le lit de Sinnamary. Par définition, pas d'arbres dans un lit de rivière. Voilà. D'accord ? Quand ils ont mis en eau, ça a recouvert les zones autour. Et là, ce qu'on va vous montrer juste à côté, c'est une zone où on a déjà exploité. Et toutes les traces que vous allez voir, c'est les arbres qui restent. Alors, on n'est pas du tout sur une coupe à blanc.
Là, vous voyez des arbres et là, vous avez une zone totalement sans arbres puisqu'on est sur le lit de la rivière. Imaginez ce que vous voyez en dessous, c'est ce qu'il y avait dehors, à l'extérieur. Donc la forêt que vous voyez, elle est faite de petits et d'arbres gros. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est clairement ceux au-delà de 20 cm de diamètre. C'est super visible, hein, en fait. Ce petit bateau, qui est grosso modo plus ou moins juste un moteur, hein, que les choses soient claires, il vient en fait les amener de la zone de récolte vers la zone de regroupement, avant d'être envoyé, parce qu'il y a une barge de transport vers le quai. L'idée, c'est que vous avez une ressource perdue, engloutie d'une forêt morte. Pourquoi ne pas la valoriser plutôt que d'aller sur la forêt tropicale vivante, sachant qu'on sait qu'il y a des problématiques liées à la déforestation, les problèmes de pluie de carbone, etc., alors qu'on a cette ressource qui est là et qu'on est capable de réemployer. Et c'est ça l'idée de ce projet-là. C'est comment rendre positif quelque chose qui, de toute façon, va inévitablement disparaître. Les arbres continuent à se dégrader, même si ils sont très bien conservés au profond parce que c'est là où il n'y a pas d'oxygène. La partie qui est exposée à l'oxygène se dégrade. C'est ce qui se passe en forêt naturellement. Ça dégrade, ça pourrit, ça dégaze. Ça produit du méthane qui est 4 fois plus nocif que le CO2. Sur le côté justement émissions de gaz à effet de serre par les bois immergés, il y a une courbe où on voit justement que c'était un énorme problème dans les années 90-2000. On voit que cette courbe diminue vraiment beaucoup. Elle diminue effectivement, mais toujours est-il que les arbres continuent à se dégrader. Ils continuent à rejeter notamment ce méthane-là. On a besoin de bois ici, on a besoin du bois à l'échelle nationale. Pourquoi ne pas, plutôt que d'aller le prendre dans la forêt naturelle, le prendre dans une forêt morte? Dans les années 90-2000, après la mise en eau du barrage de Petit-Saut, les émissions représentent alors plus de 50% des émissions de la Guyane, contre environ 6% aujourd'hui. Pour mesurer plus précisément les sources de gaz à effet de serre, l'Office français de la biodiversité a envoyé des sondes ainsi que des plongeurs à différentes profondeurs. Et contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les bois qui sont les principaux responsables de ces émissions. Depuis 1994, ils ont en effet perdu moins de 4,7% de leur carbone dans les zones avec le moins d'oxygène et moins de 7,7% dans les zones oxygénées. L'origine de ces gaz à effet de serre reste encore majoritairement issue du gigantesque stock de carbone des sols ennoyés. A l'inverse, la forêt ennoyée reste actuellement bien conservée. Elle se dégrade très lentement sous l'eau et ne contribue pas significativement aux émissions de gaz à effet de serre. Au contraire, les arbres constituent des supports importants pour les rares producteurs primaires de la retenue et les micro-organismes méthanotrophes. Ils contribuent ainsi à l'oxygénation du lac et à l'abattement de près de 2600 tonnes de carbone équivalent par an. Alexis pour Marion. Donc là, en fait, on est au cœur de la première étape qui est primordiale avant qu'on puisse récolter. C'est ce qu'on appelle la planification. On a besoin de savoir où on est, qu'est-ce qu'il y a. Les études ont démontré que la majorité de la biodiversité se trouve sur les zones qui sont les plus oxygénées, c'est-à-dire les zones les moins profondes. À partir de là, on a obtenu des autorisations qui nous autorisent en fait à récolter dans les zones les plus profondes et ce qui en fait élimine quasiment plus de la moitié de la surface du lac. Ensuite, vient une autre couche qu'on vient rajouter, c'est la présence soit d'une zone patrimoniale intéressante, soit des espèces protégées. Et donc on vient rajouter à cette première carte qui est déjà réduite de moitié, des zones d'exclusion ou des zones d'évitement en fonction de ce qu'on vient voir. Et comment ont été faites ces zones? Parce qu'il n'y a pas eu d'études d'impact en fait au lancement de ce projet. Il y a eu des études. Mais c'est des études qui ont été commandées par Triton, payées par Triton. Comme tout porteur de projet, c'est le porteur de projet qui paye les études. Et les militants qui sont contre le projet, justement, ils critiquent ces études, notamment sur la présence de certains oiseaux protégés qui n'ont pas été pris en compte sur la première version. Il y a l'OFB, donc qui est vraiment l'Office français de la biodiversité, qui a donné un avis négatif justement sur ce projet. Je tiens à rappeler que l'OFB a fait partie de l'instruction du dossier. D'ailleurs, c'est pour ça que dans notre arrêté, en plus d'un arrêté d'autorisation, on a des prescriptions complémentaires qui viennent prendre en compte ces aspects-là. C'est-à-dire qu'on a des obligations de mettre en place des protocoles qui permettent d'éviter et de protéger cette espèce. Bonjour. Hop.
Donc là, vous allez avoir une idée de ce qu'on va trouver dans le secteur, à savoir que donc, tous les cercles noirs que vous allez voir sur la carte, ça va être des périmètres d'évitement de par l'activité des oiseaux, leur statut de protection. Donc si c'est des oiseaux protégés avec habitat, d'emblée on aura une protection d'habitat permanente. Cette carte, elle est ensuite téléchargée dans les machines pour que l'opérateur sache où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il a droit, etc. En sachant que donc il y a le procédé pour les loutres, c'est la même chose, nous on met des caméras et on fait des suivis visuels aussi des catiches et ensuite on suit régulièrement jusqu'à prouver l'inactivité du secteur. La zone totale, elle fait 3 fois la taille de Paris. Comment on fait pour arriver à pas faire d'erreur? On a en amont de ça des prospections qu'on va faire un peu plus généralement sur le lac en fonction des 5 prochaines années de récolte et ensuite on affine ces résultats-là en faisant des prospections 2 fois par semaine. On a une activité qui est sur l'eau, on n'a pas une activité terrestre. Donc tout ce qui va être mammifère terrestre, même la loutre géante, on ne va pas détruire leur catiche. On va en revanche mettre des périmètres, ce qu'on va appeler des buffer zones, des périmètres pour éviter tout dérangement. Normalement, on n'a pas le droit d'exploiter à moins de 500 mètres du coup des espèces protégées. On a des photos qui montrent vraiment les loutres devant les barges. Donc ça montre qu'il y a quand même une exploitation qui est vraiment au plus proche de leur habitat et des zones où elles pêchent. Je comprends tout à fait. Alors la loutre est un animal mobile, aquatique, c'est-à-dire qu'il se déplace pour vivre sa vie sur la même manière que les oiseaux se déplacent. Le fait qu'il s'approche des barges, en fait, c'est pas un problème. Déjà, par nature, elles sont relativement curieuses et elles font leur vie. Nous, on met en place la protection, l'exclusion autour, en fait, de l'endroit où elle vit et elle se reproduit. Parce que c'est cet endroit-là qui est le plus fragile et qui doit être protégé. On a vu des catiges hier où il y a une exploitation à moins de 500 mètres, mais vraiment beaucoup moins. Si elles sont actives, la protection est mise en place. Si elles ne sont pas actives, on a le droit d'opérer ou du moins à minima de passer. En termes d'activité, Triton n'est que sur une toute petite surface, à l'échelle de quelques centaines de mètres de diamètre. Ce qui veut dire que l'entièreté du reste du lac est disponible à d'autres activités et que donc la notion de dérangement, elle est très localisée. En fait, vous bougez. On avance au fur et à mesure, exactement. Et du coup, chaque année, ça représente jamais plus de 2% de la surface du lac. Exactement. Alors comme vous l'avez compris, il y a beaucoup de débats aujourd'hui en Guyane sur la question de la filière bois et de la biomasse. Pour en savoir plus, on a été posé la question au vice-président de la collectivité territoriale de Guyane. C'est bon? Ok. Déjà, merci beaucoup de me recevoir. Petit Saut, donc c'est un barrage qui a inondé toute une zone de forêt. Sauf que l'écosystème s'est recréé autour de ces arbres. Il y a des études aujourd'hui environnementales qui montrent que ça va avoir un impact sur la biodiversité. Déjà, il n'y a pas d'activité humaine qui n'a pas d'impact. C'est vrai, c'est un projet qui peut poser question, et d'ailleurs, il y a des questions qui sont très légitimes, surtout que c'est un lieu iconique du tourisme de la Guyane. Mais c'est comment est-ce qu'on valorise une ressource qui est déjà là et qu'on en fait quelque chose de positif pour le territoire. La filière bois en Guyane, c'est une petite filière au niveau national, mais c'est le deuxième secteur économique. Aujourd'hui, elle emploie 1200 personnes, elle crée 100 millions d'euros de richesse, et de voir comment, d'ici quelques années, on peut la tripler, en sachant, et il faut bien garder ça en tête, que la forêt guyanaise, elle est totalement gérée par l'ONF et elle répond aux critères environnementaux les plus stricts, pas uniquement de l'Europe, de la planète. Pour que les gens comprennent très bien, la forêt guyanaise, c'est entre 94 et 98% du territoire. Rien qu'en Guyane, vous avez 33% de la forêt française. Vous avez plus de biodiversité sur 1 hectare de Guyane que sur tout le reste de l'Union européenne. Mais ce que nous disons aussi, c'est que dans cet écosystème, il y a l'être humain. Il y a l'être humain qui est un citoyen français, qui est un citoyen européen et qui a droit à des conditions de vie dignes. Donc il faut qu'on soit capable de montrer aussi qu'on peut avoir de l'activité économique en Guyane qui fonctionne. On n'est pas un territoire qui est voué à vivre du RSA. En Guyane, la population augmente de 3% par an, 30% des logements en Guyane sont suroccupés, il faut qu'on en construise 4000 par an sur les 10 prochaines années. Donc on a besoin de bois d'œuvre et on ne va pas aller l'importer de Chine, on ne va pas aller l'importer du Brésil ou du Suriname où la forêt n'est pas éco-gérée, on va le faire chez nous dans des conditions très strictes. Mais après, on valorise le bois pour en faire de l'énergie. On ne brûle pas du bois, on ne coupe pas des arbres pour faire de l'énergie, on valorise des déchets, des connexes qu'on appelle. Ce que vous appelez des déchets, les militants appellent ça un écosystème parce que l'écosystème s'est reconstruit autour à Petit Saut. Comment vous gérez ça en fait? Et comment je donne de l'électricité aux Guyanais? Et comment je donne de l'emploi aux Guyanais? Et comment je mets de la nourriture sur la table des Guyanais? En Guyane, 10% de la population n'a pas accès à l'énergie. Ça, c'est la réalité du territoire. En Guyane, nous sommes un territoire où il n'y a aucune industrie. La seule industrie qu'il y a, vous le savez, c'est le centre spatial guyanais. C'est difficile à comprendre lorsqu'on vit très loin, lorsqu'on est dans l'Hexagone et qu'on a
un logiciel, on a une vision et que soi-même on vit dans des conditions de vie extrêmement dignes, on vit très bien dans le monde moderne et de se rendre compte que ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, qu'eux ils vivent au milieu, ils ne vivent pas dans un musée de la nature à ciel ouvert. C'est là où ils vivent et ils ont droit à des conditions de vie dignes. Ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi, mais ça veut dire qu'il faut absolument qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on concilie ces deux impératifs qui paraissent irréconciliables mais qui ne le sont pas, de développement, pas uniquement économique d'ailleurs, de développement et de préservation de la nature. Alors là, on entend les singes hurleurs, les babouins. Ça fait presque un bruit d'autoroute où j'ai l'impression d'entendre beaucoup de circulation. Alors moi, je comprends le besoin d'une économie, mais en fait, il faut savoir quelle économie on veut. Ici, par exemple, sans que ce soit un musée, il y a notamment une économie sur l'écotourisme, qui est aujourd'hui piétinée par l'économie de la biomasse. À gauche, il y a un prestataire en kayak. À droite, je ne vois pas, mais je pense que c'est un prestataire en pirogue. Ça montre que c'est un lieu qui est quand même prisé pour l'écotourisme. Hier, je regardais le discours du président Emmanuel Macron à la COP30, où il dit comme point important, comme priorité, il faut faire confiance à la science et ça doit guider nos politiques. Là, on a exactement le contraire. Là, on vient de sortir du lac de Petit-Saut et derrière moi, il y a une équipe de Guyana Première, la chaîne locale de France Télévisions, qui est en train de filmer un sujet également sur le lac et l'impact du projet Triton. Ils sont avec l'Office national des forêts. On va en profiter pour aller poser une question au directeur. Aujourd'hui, Triton exploite les bois qui sont au fond du lac, dont l'ONF est le gestionnaire. Donc ça veut dire que Triton, on lui vend les bois pour qu'il puisse exploiter ces bois morts. Et en même temps, on surveille ce qui sort du lac en termes de bois. Alors on a plusieurs missions. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une mission de surveillance de l'activité Triton, mais on fait aussi des missions de police de la forêt, dans lesquelles on est souvent en interservice avec la gendarmerie, avec l'OFB. Là, ce matin, on a fait un tour avec une guide naturaliste. Il y a eu plusieurs nids à quelques mètres seulement de zones exploitées, où les oiseaux sont partis, où il y a un oisillon d'une espèce protégée qui est mort. Ça montre que tous les contrôles ne fonctionnent pas. Comment ça fonctionne en fait? Alors évidemment, c'est un espace assez grand, mais comme Triton nous déclare les endroits où il travaille, nous on est capable d'aller à ces endroits-là, vérifier les choses. Ensuite, s'il y a de la destruction d'espèces protégées, par accident ou intentionnel, il y a des enquêtes judiciaires qui seront menées par nos services, par les services de l'OFB, par les services de la gendarmerie, et l'enquête montrera s'il y a eu ou pas destruction. Là, on sort de la zone du dégrade public et on va arriver sur la centrale biomasse. Là à droite, on voit bien là, des déchets de bois qui sont là depuis maintenant plusieurs mois, voire années. Et une partie du bois qui est stocké le long de la piste entre le dégrade de Triton et la centrale qui est sur la gauche. Là derrière moi, c'est une des 4 centrales de biomasse déjà existantes en Guyane et au total, il y en aura 7 d'ici 2030. Alors le concept de la biomasse, c'est de brûler du bois ou des végétaux pour produire de l'électricité, mais ce procédé émet beaucoup de gaz à effet de serre. Selon une étude publiée en 2018 dans la revue Nature Communication, la production d'électricité par biomasse solide émet 50% plus de carbone qu'une centrale à charbon. Seule l'énergie de 2 à 3 arbres sur 10 brûlés serait réellement transformée en électricité et le reste est perdu en chaleur. Environ 1,5 kg de CO2 est relâché pour chaque kilowattheure produit. En comparaison, le charbon émet environ 1 kg par kilowattheure, le pétrole 0,7 et le gaz 0,5. Le bois qu'on voit là, c'est le bois qui a été récolté et qui a été amené ici sur la plateforme de Triton et Voltalia. Ce bois, à l'origine, c'est de la forêt vivante qui est morte au moment de l'immersion et de la création du lac. Donc tout le carbone qui était stocké dans ce bois, là demain, il va repartir dans l'atmosphère sous forme de CO2. Il y a un des arguments qui est utilisé à la fois par la collectivité territoriale de Guyane et les personnes qui font de la biomasse, c'est qu'aujourd'hui, c'est des déchets en fait, de bois qui sont utilisés et ces déchets, en fait, dans tous les cas, ils se dégradent, ils émettent ce CO2 et que quitte à ce qu'ils se dégradent et qu'ils émettent ce CO2, autant le faire en produisant de l'énergie. Là, actuellement, si on parle juste de Petit-Saut, en l'espace de 25 ans, le bois a perdu moins de 8% de son carbone, on va dire 8%. C'est de l'ordre de 0,3% du carbone qui est perdu par an, alors que dans le cas de la combustion, c'est 100% du carbone qui est émis de manière instantanée. Le cas de Petit-Saut, nous, on considère justement que quand on parle de déchets, c'est complètement abusif. C'est pas un déchet, c'est pas plus un déchet que la forêt est un déchet. Voir quelque chose d'inutilisé comme un déchet, c'est une version utilitariste de la nature, quoi. Et nous, on n'est pas du tout dans ce sens-là. Nous, notre association, elle ne s'oppose pas en fait à l'utilisation de la biomasse
sur des zones pour lesquelles il y a eu à un moment des déchets de bois, mais au sens réel de déchets. Aujourd'hui, il y a des bilans carbone qui ont été faits sur la biomasse qui montrent que c'est plus important qu'une usine à fioul ou à charbon. Pourquoi avoir choisi une source d'énergie aussi émettrice? Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'au lieu de valoriser les déchets produits ici en Guyane et qui sont nécessaires parce qu'il faut qu'on construise des bâtiments, il faut qu'on construise des immeubles, et ben je devrais importer du fioul d'Europe du Nord. Parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est que comme nous sommes un territoire européen, nous n'utilisons pas de l'essence ou du pétrole du Brésil ou de la zone Caraïbe, nous importons du pétrole qui vient d'Europe du Nord, qui est raffiné en Martinique et qui arrive ici en Guyane. Donc entre les deux solutions, moi personnellement, je préfère celle qui est largement la moins mauvaise et qui permet de valoriser des ressources ici locales. Et pourquoi du coup choisir la biomasse, choisir de brûler du bois quand tous les pays d'Europe aujourd'hui abandonnent le fioul, abandonnent le charbon et passent à des sources d'énergie qui sont vraiment décarbonées? Nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Ici en Guyane, 75% de l'énergie produite est déjà d'énergie renouvelable. On veut passer de 75 à 100. Est-ce que la biomasse est inclue dedans? La biomasse est inclus dedans, mais c'est une petite partie. Ce que je vous ai dit, c'est 20% du total. Ça veut dire que 80%, c'est pas de la biomasse. Ça veut dire qu'il y a une partie d'énergie qui est comptée comme décarbonée qui émet plus que le fioul et le charbon. Alors aujourd'hui, si on part sur cette logique-là, il faut considérer que l'hydroélectrique aussi, c'est du carboné. Parce que lorsque vous faites de l'hydroélectrique, eh ben, il y a des surfaces qui sont énoyées, ça produit du méthane, du butane, et ça produit du CO2. Considérons aussi que les éoliennes, c'est pas durable. Et puis continuons à utiliser la lampe et la bougie. Il n'y avait pas d'autres solutions du coup que la biomasse? Alors comme je l'ai dit, il y a d'autres solutions. La solution, il y a un mix énergétique qui est varié. La difficulté qu'on a aussi sur les énergies comme par exemple le solaire et sur l'hydroélectrique, c'est que souvent il y a un problème d'intermittence. C'est-à-dire qu'on n'a pas de stabilité du réseau. Donc à un moment donné, il faut qu'on ait aussi des sources qui soient stables. La biomasse, ça nous permet d'avoir un matelas sur lequel on s'assied et qui nous permet d'avoir une ressource qu'on a et surtout d'avoir une énergie qui est stable. C'est pas l'alpha et l'oméga. Et on n'est pas des fans de biomasse en Guyane, on ne dit pas que c'est la solution miracle, on dit que ça fait partie d'une solution qui soit globale et qui nous permette d'être dans un premier territoire européen et voire au monde, demain, d'être à 100% d'énergie renouvelable. Là on arrive au niveau de l'usine Triton pour essayer de voir justement comment le bois est exploité. Tout ce qui est extrait du lac est pesé. Passe donc par ce pont balance. Tous les camions grumiers viennent les peser avant d'être mis à la zone de stockage et de tri. On va donc là avoir par exemple de bois destiné à la transformation en scierie, c'est-à-dire ce qu'on va appeler du bois d'œuvre, celui qui va permettre de faire des planches, puis d'aller jusqu'à faire du parquet, des lames de deck, etc. Vous voyez une identification, vous voyez les petits points blancs, ce sont en fait des tags qui identifient l'essence. Ils ont un numéro et c'est ça qui va permettre d'être suivi sur toute la chaîne de transformation. On pourrait se dire les arbres ils ont passé 30 ans dans l'eau, c'est inutilisable. Non, effectivement, le fait d'avoir été immergé pendant 30 ans, la particularité c'est qu'à une certaine profondeur, il n'y a plus d'oxygène. Donc la dégradation, elle est extrêmement lente. Et au demeurant, le fait d'avoir séjourné potentiellement 30 ans sous l'eau, ils ont gagné en caractéristiques mécaniques. On les rend plus durs par exemple, plus résistants pour certains aspects. D'où l'intérêt en fait. Et ces bois sont particulièrement recherchés. Donc là, il est en train de décharger pour du stockage. Ça, ce sont des grumes, on va dire appeler ça des billes, qui sont potentiellement destinées à la scierie. À peu près 20% va être en destination effectivement de la scierie. C'est du bois qu'on est sûr sera valorisable sous cette forme. Là, par exemple, typiquement, on est sur du bois de mauvaise qualité, probablement percé, et ça, c'est pas quelque chose qu'on pourra transformer en scierie. On va en quelque sorte le déclasser, mais malgré tout, il a une valeur encore exceptionnelle puisqu'on peut lui donner également un nouvel usage. Il va permettre potentiellement à alimenter la centrale électrique. On est à peu près sur un 80-20. Vous dites 80-20, moi j'ai vu un document où on est plutôt à 7,6% pour l'exploitation vraiment du bois d'œuvre,
Et on monte à 93% quasiment sur la biomasse parce qu'en fait, quand vous l'amenez en scierie, il y a aussi une partie, un tiers de ce bois de scierie qui est vraiment utilisé. Il y a encore des déchets qui vont réintégrer la filière biomasse après. Alors, les chiffres que vous avancez, moi, je ne les connais pas. C'est ceux du rapport qui a été transmis à l'IPCE par Triton. Il y a vraiment, je peux vous le montrer, hein, il y a un graphique. Et en fait, vous voyez les différents ratios. Donc là, il y a 75% qui vont direct en biomasse, mais en fait, il y a une partie qui repart. Non, regardez, vous avez 23% en scierie, 77% qui part en énergie. Je vous ai dit 80-20. Mais regardez, en fait, au niveau de la scierie, à cet endroit-là, il y a en fait 66% qui repartent. Alors, d'accord, mais vous ne dites pas la même chose. Je vous laisse imaginer. Vous faites une planche, c'est-à-dire quelque chose de carré, dans quelque chose de rond. On va appeler ça, pas l'efficacité, mais le rapport, le ratio de la capacité qu'on a à transformer une bille ronde en planche. Donc dans la globalité, le projet Triton, c'est quand même 93% environ de biomasse et 7% de bois d'œuvre. Ouais, ça c'est vos chiffres. C'est vos chiffres, c'est le rapport que vous avez transmis. Enfin, quand Triton annonce que Triton n'est pas un projet de biomasse, là, quand même, on voit que c'est quand même majoritairement un projet de biomasse. C'est parce que, Fred, vous le voyez sous cet angle-là, que vous fassiez quelque chose ou que vous n'en fassiez rien, ces bois vont disparaître. Oui, mais pas sur la même temporalité. Peut-être, mais ils disparaissent. Alors pour que vous compreniez bien l'enjeu, c'est que sur du bois d'œuvre avec lequel on fait une charpente ou une table par exemple, le carbone reste stocké dans l'objet, alors que dans le cas de la biomasse, il est rejeté dans l'atmosphère. Si la biomasse solide peut être considérée comme une énergie verte, c'est parce que quand il s'agit de forêts gérées, des arbres sont coupés et d'autres sont ensuite replantés. Les nouveaux arbres absorbent du carbone, compensant ainsi les émissions de ceux qui ont été brûlés. Mais ici à Petit-Saut, vous l'avez compris, ce n'est pas le cas. Donc le bois non qualitatif va être passé dans ce broyeur qui va le transformer en plaquettes. Et ces plaquettes vont directement alimenter la centrale électrique. Cette centrale, elle contribuera à 8% de la consommation électrique du littoral et lui permettre son développement. Donc là, les brilles qui ont été sélectionnées pour être transformées en un futur quelque chose passent ce qu'on appelle la scie de tête. Puis elle va suivre tout le circuit. On va enlever les premières étapes pour au fur et à mesure affiner et passer jusqu'à potentiellement un produit complètement fini. Il y a 25 000 m3 par an qui vont passer par cette étape. Et comme je disais, c'est 30% de la capacité de production de la forêt guyanaise actuelle. Alors il y a une partie qui est effectivement destinée au marché local, principalement tout ce qui va être relatif à la construction, à l'aménagement extérieur, etc. Et il y a une petite partie que le marché guyanais n'a pas besoin, ne veut pas, et qui peut partir à l'export. On est à environ à peu près 9000 m3 de produits finis par an. C'est l'équivalent d'environ, pour schématiser, à peu près la possibilité de construire 5000 logements. On peut répondre à des attentes fortes, que ce soit de la société, mais également des architectes, des maîtres d'ouvrage, même des designers, sur un produit durable, traçable et d'exception. Avec la loi zéro déforestation de l'Union européenne, bien sûr, ça va être très compliqué justement d'avoir des produits issus de la déforestation et notamment de bois tropicaux importés en Europe. Il faut démontrer, dans le cadre de cette loi, que toute mise sur le marché européen, le bois n'est pas issu de la déforestation. Il faut démontrer que la provenance, mais également la manière de faire. Et nous, on est capable, chez Triton, de démontrer que ce bois n'est pas issu de la déforestation. Aujourd'hui, il y a une directive européenne pour réduire du coup les émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie. Il y a notamment la directive RED 3 qui n'inclut pas la biomasse et il y a une dérogation pour la Guyane. Comment vous expliquez ça? Alors, on n'a pas misé sur le bois, on a misé sur les déchets du bois. Nous avons un secteur du bois d'œuvre, donc il produit du bois, mais il reste beaucoup de déchets. Donc, dans tous les autres territoires de France, souvent, on valorise ces déchets, notamment pour faire du papier. Il n'y a pas d'industrie papier en Guyane, donc qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? Eh bien, on produit de l'énergie avec. Qu'est-ce qu'on fait de l'usine de biomasse qui est à côté, une fois qu'on a exploité justement tout ce bois? Est-ce qu'on ne va pas justement raser plus de forêts pour continuer à faire de la biomasse? Alors, avec des CDM, on met Paris en bouteille et on met la Guyane sur orbite. Aujourd'hui, on a une
une réglementation qui est très stricte, mais qui est en train de devenir encore plus stricte. On a la RED 3, mais on a aussi un gros règlement européen qui s'appelle le règlement déforestation, qui vient fermer les vannes et rendre la chose toujours le plus écologique possible, et c'est une bonne chose. Aujourd'hui, il y a de la ressource pour exploiter cette centrale sur 30 ans. 30 ans, c'est long. Et donc ça laisse le temps de voir comment est-ce qu'on prépare l'après. De toute façon, c'est interdit par la législation nationale, c'est interdit par la législation européenne, et c'est pas du tout la vision que personne n'a, surtout pas nous les politiques, d'aller couper de la forêt pour faire du bois énergie ou pour faire autre chose. En Guyane, on ne déforeste pas, ni pour faire de l'énergie, ni pour faire rien d'autre. D'ailleurs, il y avait d'autres projets d'usines de biomasse, notamment 2 sur le site du CSG, qui ont été annulés, puisqu'effectivement, on a décidé d'aller mettre plus sur la micro-hydroélectrique, plus sur le solaire. Donc là, les investissements qui ont été faits, on a atteint les objectifs en termes de bois énergie, et a priori, on n'ira pas plus loin. Via leurs associations A2PS, Audrey et Éric Boutry, rejoints par Mayuri Nature, ont signalé aux autorités la destruction de plusieurs espèces protégées et de leur habitat. 2 faucons, des chauves-souris et un picor-olive, pour lesquels ils poursuivent aujourd'hui la société Triton. Triton Guyane, de son côté, assure aujourd'hui qu'aucun habitat ni espèce protégée n'ont été détruits et déclare aller bien au-delà des réglementations françaises et européennes pour limiter leur impact. Plusieurs procédures judiciaires sont aujourd'hui en cours, un référé pénal environnemental tendant à obtenir la suspension immédiate de l'exploitation pour une durée pouvant aller jusqu'à 1 an, et un recours devant le tribunal administratif devant se prononcer sur la légalité d'une exploitation présentant des risques pour l'environnement et conduite en l'absence d'autorisation environnementale. On vous tiendra informé sur Brut. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci encore à Quentin et Hugo pour les images. À bientôt pour de nouvelles explorations.